L'équilibre de la guerre était en train de changer. La course du destin toujours en mouvement semblait s'être retournée contre la cause des loyalistes. Les navires envoyés par le Lion pour chercher de l'aide dans les anciennes bases de la Grande Croisade de Tigrus et d'Honorum n'étaient pas revenus, et les turbulences croissantes dans les terres qu'était la tempête de la ruine bloquaient toute tentative de contacter ceux de ses frères qu'il espérait être restés fidèles à leur serment. Tramas, toujours assiégé par les vengeurs Night Lords, restait hors de portée du Lion, et sa légion était effectivement paralysée par la nécessité de protéger les mondes vulnérables qu'elle avait libérés dans les mois qui suivirent la chute de Crucible. Il n'était pas question de retraite, car la première légion n'acceptait pas la défaite. Mais il ne semblait pas non plus qu'elle pouvait prétendre à la victoire. Sur tout le front, les guerriers en noir de Caliban se préparaient à la tempête qu'ils savaient s'approcher. Les premiers remous furent observés dans une vague d'attaques à travers le secteur. Des foules hurlantes de soldats esclaves et des troupes de choc abumènes larguées sur chacun des mondes tenus par les loyalistes, avec seulement un léger soutien des Space Marines renégats. Contre les guerriers de la Première Légion, ces troupes de moindre importance n'avaient que peu de chance, sacrifiées uniquement pour permettre aux croiseurs des Night Lords, qui observèrent les débarquements depuis l'orbite pour cartographier la force de l'ennemi et de drainer leurs approvisionnements. C'était un stratagème cruel mais efficace. Sa malveillance soigneusement planifiée, et ce, tant pour l'amusement des Night Lords qui observaient que pour son efficacité sur le champ de bataille. Telle avait toujours été la nature des fils tordus du Night Hunter. Mais maintenant coupés des contraintes de la loi impériale, ils ne faisaient guère d'efforts pour dissimuler leur goût pour un tel excès sanglant. Sur Irdek, les sites de largage choisis par les Night Lords se trouvaient au-dessus d'un site connu pour avoir été miné par les Dark Angels des mois auparavant. La milice des conscrits s'est en fait annihilée dans une tempête d'explosions simplement pour tester l'étendue du terrain et pour amuser leur maître. Au milieu des flèches de classe de Chenro 9, les superviseurs de la 8e Légion avaient parié sur le temps qu'il faudrait aux Dark Angels pour abattre les blindés auxiliaires rudimentaires envoyés contre leur défense, pendant qu'ils comptaient les canons placés sur les flèches. Les régiments de volontaires Tungrad qui avaient débarqué sur Cédris, le point le plus profond de la ligne défensive des Dark Angels, ne survécurent que pour retourner à leur vaisseau de débarquement grâce aux actions des White Scars du bouclier brisé, dont les guerriers avaient permis la retraite des troupes décimées et l'évacuation de ceux qui avaient survécu à l'attaque avortée. Cet effort chevaleresque valut à Zenjin un salut du prêteur commandant de la brigade de la Première Légion, mais les Night Lords, stupéfaits, commencèrent à surnommer le Khan des White Scars le Sauveur, dans une blague propre à la sensibilité des guerriers de Nostramo. L'insulte implicite dans le titre n'avait pas échappé aux White Scars, pas plus que la nature impitoyable de leurs nouveaux alliés ou l'honneur de ceux qu'ils avaient reçu l'ordre de considérer comme des traîtres. Les préparatifs étant terminés, le Night Hunter lui-même, réveillé à un semblant de lui-même par la présence de son frère et la promesse de sang et de mort, appela les Night Lords au combat. Il convoqua toutes les bandes disparates de sa légion pour qu'elles se rassemblent, ne laissant qu'une force squelettique pour assister à ces batailles ailleurs dans la frange orientale. Quelques 100 000 Night Lords prirent place à 50 points de rassemblement distincts le long du front établi par les Dark Angels, leurs seigneurs de guerre tous présents sur Negante, où le Night Hunter tenait sa cour. Ne se souciant que de l'affrontement à venir, Conrad Kurz ne fit guère plus que ruminer le rassemblement de ses fils, certains rappelant les gloires perdues, et d'autres la malédiction qui avait pris le cœur de la Légion,
tandis qu'il revenait à d'autres, comme Sévatar et Barbatos, de définir la stratégie de l'assaut. Les plans furent établis et les rancunes réglées dans la tradition sanglante de Nostramo par des stratagèmes cachés et des lames tranchantes, une scène qui avait rendu les White Scars un peu plus mal à l'aise. De tous les chefs de guerre de la 8e Légion, un seul n'avait pas répondu à l'appel du Night Hunter. Nakrit Tol, le prince sans visage, sa haine fixée sur la seule Tramas, n'avait pas voulu abandonner le siège de ce monde meurtri et avait maintenu à leur poste les forces qui lui étaient fidèles en premier lieu. À cette époque, Tramas avait déjà enduré près de 2 ans de siège, ravagé par des raids constants et tourmenté par les ogives larguées à sa surface sur ordre de Tol. Parmi ses corps extérieurs, chaque lune et astéroïde du système Tramas appartenait à Tol, mais Tramas elle-même résistait encore. Ainsi, une grande partie de ses forces ayant été dépouillées par les ordres du Night Hunter, Tol n'avait pas les moyens de faire plus que maintenir son blocus autour du système. Au lieu de cela, il se tourna vers des moyens plus sombres pour sa vengeance finale, offrant un tribut aux prisonniers tramassiens qu'il détenait dans les entrailles de son navire comme esclaves, afin d'amener la forge prédatrice d'Ulan Uda à Tramas. Son appel fut entendu. La masse métallique d'Ulan Uda fit tomber le voile du Warp et apparut dans l'espace réel telle une balle enflammée. Elle commença à se repaître des planètes les plus éloignées de ce système. Des faisceaux de coupe d'un calibre mesuré en kilomètres et des flottes de drones serviteurs ont mis à mal les grands rochers en orbite loin du soleil de Tramas, et la gorge du prédateur tourna son regard vers la proie que lui avait promise Nakrit Tol. La mort était venue pour Tramas, et les derniers vaisseaux loyalistes du système quittèrent l'orbite du monde maudit dans l'espoir de faire connaître son sort au lion, dont les troupes s'étaient battues pour leur vie à un demi-secteur de là. Dans les derniers jours de 008 M31, l'assaut commença sérieusement avec des attaques massives des Night Lords qui s'abattirent sur une demi-douzaine de mondes. Ces attaques étaient différentes des raids que les Dark Angels avaient repoussés auparavant, mais étaient la guerre totale telle qu'elle était pratiquée par les Légionnes Astartes, un assaut de fureur et de puissance de feu écrasante, dont le but était la simple annihilation. 3 chapitres entiers des Night Lords débarquèrent sur le Chenro, utilisant les données recueillies lors de leurs précédentes attaques pour cibler précisément les redoutes de la Première Légion et les forcer à se mettre sur la défensive. L'unique chapitre des Dark Angels présents fut submergé, les derniers détachements faisant appel à l'appui-feu des croiseurs en orbite sur leur propre position pour retenir les Night Lords qui luttaient pour évacuer. À Cédris, le cuirassé Tenebrous Will et les croiseurs qui l'accompagnaient avaient chassé les vaisseaux des Dark Angels en orbite et avaient soumis la surface à un bombardement soutenu, aplatissant chaque position défensive identifiée et dévastant la surface de la planète. Les Night Lords qui ont atterri dans le sillage du bombardement avaient trouvé quelques bunkers intacts qui avaient résisté aux tempêtes de feu, prenant une joie vicieuse dans la manière lente qu'ils choisirent pour les percer et les dégager, au grand désarroi de leurs alliés White Scars. Dans le dernier de ces bunkers se trouvait le commandant des Dark Angels chargé de la défense du monde, qui exigeait que le prêteur des Night Lords le rencontre en combat singulier pour répandre de sa trahison des serments faits à l'empereur. Le commandant défiant des Dark Angels, grièvement blessé lors du bombardement, avait peu de chance contre le frais prêteur des Night Lords, qui joua cruellement avec son adversaire devant les guerriers rassemblés, avant de le tuer et de prendre son épée de guerre calibanite et les survivants de sa force comme trophée. Seule l'intervention de Zenjin Khan et de sa force White Scars a préservé les guerriers loyalistes d'un sort funeste dans les fosses d'écorchage. Le Sauveur, les combattant en duel pour prendre leur vie et l'épée de guerre du commandant des Dark Angels tombé au combat, les amenant à bord de ses propres navires, bien que cela ne lui ait valu aucun respect aux yeux des Night Lords.
Les White Scars n'avaient pas fait grand-chose pour rejoindre les combats après Cédris, Zen'jin passant de plus en plus de temps séquestré avec ses captifs, une obsession dont les Night Lords supposaient qu'elle était malveillante. Au total, 4 mondes tombèrent entre les mains des Night Lords, bien qu'ils n'aient pas tenté de consolider ces victoires et soient rapidement passés à leur cible suivante. Seul le Night Hunter s'attarda, cherchant obsessionnellement son frère dans chaque monde et ne laissant passer aucune chance de bataille, se jetant dans chaque engagement avec une fureur désespérée. La cible principale de la deuxième vague était le désert désormais stérile de Crucible, un paysage planétaire recouvert des ruines des batailles précédentes et dominé par des fortifications et des redoutes assemblés à la hâte. C'est là que les Dark Angels avaient puisé une grande partie de leur force, car c'était la porte d'entrée de Triplex, la seule source de leur approvisionnement et de leurs munitions. Et ils étaient déterminés à la conserver coûte que coûte. En orbite, une paire de redoutables cuirassés de classe Gloriana formait le noyau des défenses soutenu par 2 douzaines de croiseurs et des dizaines de frégates, tandis qu'à la surface se trouvaient 9 régiments reconstitués de la garde de nuit, des ordinatus issus des ateliers de Triplex et 4 chapitres complets de la première Légion. 6 chapitres des Night Lords, la moitié de la Legio Victorum 2 Renégate déployée, et quelques 50 000 conscrits, abhumains et autres troupes auxiliaires pressées d'entrer en service, avec à leur tête le Night Hunter lui-même qui se dressèrent contre eux. Les formidables navires de la flotte de la Première Légion avaient été submergés lorsque l'armada des Night Lords était sortie du Warp, leur nombre étant trop important pour qu'ils soient tenus à l'écart de l'orbite de Crucible. Incapables d'éliminer rapidement les puissants croiseurs reliques de la Première Légion, les Night Lords commencèrent au contraire un largage de combat alors même que les éléments de leur flotte avancée engageaient les navires des Dark Angels, faisant pleuvoir des modules d'atterrissage des Légionnes Astartes et des aéronefs de débarquement dans le ciel. Seuls les vaisseaux des White Scars restèrent en retrait de la bataille chaotique qui éclata en orbite, craignant peut-être que dans la masse des vaisseaux en duel, leur marquage peu familier ne les voie devenir des cibles pour les 2 autres légions, ou hésitant à se sacrifier comme pions pour la stratégie du Night Hunter. Descendant à travers la tempête de tirs de canon qui avait éclaté en orbite, les Night Lords pénétrèrent dans les défenses soigneusement préparées de la Première Légion, toutes disposées autour des ruines de la ruche tombée de Crucible. D'ingénieux réseaux de tranchées et de barricades ont conduit les attaquants vers des zones de combat où ils ont pu voir les armes lourdes et l'artillerie, tandis que des détachements de la Raven Wing se tenaient prêts à intervenir en tant que force de réserve pour combler les lacunes de la ligne. C'était un plan sans faille, mais qui ne pouvait pas faire face au mépris de la vie qui était la clé de l'attaque des Night Lords. Constituée de l'ensemble des effectifs de la milice de conscrits, la première vague de l'assaut avait été lancée directement dans les parties les plus fortes des lignes des Dark Angels, volontairement sacrifiées pour drainer les munitions et distraire les défenseurs. Alors que cette chair à canon était mise en pièces par les Dark Angels, les Night Lords débarquèrent et consolidèrent le gros de leurs forces sans être molestés, une vaste horde qui se pressait au pied des titans de bataille et qui dépassait de loin en nombre les défenseurs. Alors même que l'Host Renégat commençait à se rassembler et à se diviser selon le plan élaboré à Nergante, le Night Hunter s'était séparé du corps principal, forçant l'éternel Sévatar et ses Atramentars à le suivre dans son sillage. Le Night Hunter frappa la ligne des Dark Angels comme un coup de foudre, dispersant la résistance mais ne parvenant pas à sécuriser les brèches qu'il avait créées, chacune scellée par les réserves des Dark Angels alors qu'il parcourait l'étendue du champ de bataille à la recherche de son frère, tandis que Sévatar s'efforçait en vain de lui dégager la voie. Le chaos provoqué par l'assaut imprévisible du Night Hunter avait ouvert la voie à l'assaut des Night Lords, les titans de la Legio Victorum 2 prenant la tête, leurs grands canons faisant des trous dans la ligne et effaçant les bunkers fortifiés d'un seul coup.
À leurs pieds, des brutes abumènes et l'infanterie d'assaut des Night Lords s'élancèrent vers l'avant, rejoints à leur tour par les épéistes de la Deathwing qui refusèrent de battre en retraite malgré le nombre important d'ennemis. L'infanterie de ligne de la première légion effectua un retrait discipliné, tirant par rang alors qu'elle se dirigeait vers une seconde ligne de défense et que le Sagittar Ordinatus visait les titans de tête. Les Dark Angels étaient précis et inébranlables en défense, exploitant chaque couverture dans les attaques disjointes de leurs adversaires, montant des contre-attaques pour briser l'élan des Night Lords au pied levé. Contre tout autre ennemi, il aurait suffi de les arrêter dans leur élan, mais contre les Night Lords et le nombre même de leurs hosts, cela n'avait fait que retarder l'inévitable. Même si le Night Hunter avait tracé une voie à travers les lignes des Dark Angels, le lion ne s'était pas montré. Et bien qu'elle ait pris un lourd tribut en vies humaines, il semblait que la première légion s'était barisée ce jour-là. Les commandants des Night Lords se réjouissaient de leur apparente victoire. Laissant le Night Hunter en marge de la bataille, ils se rassemblèrent pour l'assaut final sur le talon brisé du pilier central de la spire tombée, où une grande partie des survivants de l'armée des Dark Angels s'étaient repliés. Jaloux les uns des autres, ils se mirent à se chamailler sur le champ de bataille pour le partage du butin avant même que l'ennemi ne soit achevé, et leur suite se tourna vers leur propre bataille pour la gloire de leurs seigneurs individuels plutôt que celle de Lost tout entier. C'est à ce moment précis que le lion joua son dernier atout, la dernière stratégie qui lui offrait un espoir de victoire face à de telles probabilités. Il déclencha l'Exindeo une fois de plus. Cependant, plutôt que de les lâcher au hasard sur le champ de bataille, il avait une tâche spécifique pour les terreurs de la vieille nuit. Il les lança sur son frère, sur Conrad Kurz lui-même. Même 7 de ces monstres ne purent vaincre le Night Hunter, mais ils furent suffisants pour le tenir à distance et l'occuper au bord du combat. Une tempête de destruction dont la haine maniaque était à la hauteur de celle du Night Hunter. Alors que ces deux forces de destruction se rencontraient, le lion se révéla enfin, s'avançant à la tête des compagnons de la Deathwing dans leur armure blanche distincte. Il tomba sur les commandants désorganisés des Night Lords et les mit en fuite. Ceux qui étaient assez fous pour s'opposer au lion tombèrent devant sa lame, et ceux qui s'enfuirent jetèrent leurs guerriers dans la confusion. Ce fut une grande ouverture dans la horde, une ouverture dans laquelle s'engagèrent les Dark Angels dans leur totalité, abandonnant la fortification à la garde de nuit et se lançant à l'attaque. Les deux camps se rencontrèrent dans un furieux affrontement armé, les Dark Angels peu nombreux, mais concentrés et dirigés par leur primarque. Les Night Lords, indisciplinés, mais féroces et nombreux. Pendant un moment, la bataille resta en suspens. La victoire n'était qu'à un cheveu pour les deux camps, et aucun des deux n'était prêt à céder un pouce de terrain. Puis les White Scars s'engagèrent finalement dans la bataille. Les navires de la 5e Légion se mirent en orbite, les vaisseaux des Dark Angels ne pouvant s'opposer à eux, et les Night Lords cédant avant leur avance, leur donnant accès à des zones de largage au cœur des combats. À ce stade de la bataille, même une seule confrérie pouvait renverser la vapeur en sa faveur, comme l'annonçaient les signaux Vox triomphants des capitaines des Night Lords en orbite, et le lancement de leur module d'atterrissage marquerait la fin de la bataille et le début de la déroute. Les modules blancs nacrés s'écrasèrent au centre de la ligne de bataille, mais ce qui en est ressorti était un mélange de blanc et de noir, le tout mené par un guerrier brandissant une longue lame de guerre calibanite. Zenjin Khan mena la confrérie du bouclier barisé et les survivants de Cédris dans la bataille contre les Night Lords et, en orbite, ces croiseurs ouvrirent le feu sur leurs anciens alliés à bout portant. La bataille se termina alors. L'assaut soudain du Sauveur et de ses guerriers plongeant les Night Lords dans le chaos, suivi par la nouvelle attaque du lion, abattant tous ceux qui s'opposaient à lui. Les Night Lords abandonnèrent leurs auxiliaires alors qu'ils se dépêchaient d'évacuer. Sévatar et Barbatos ne faisaient que traîner le Night Hunter hors du champ de bataille,
alors qu'il hurlait pour que son frère lui fasse face. Il avait choisi de fuir plutôt que de chercher une victoire à la Pyrrhus, abandonnant l'espoir qui avait soutenu les Dark Angels, sauvant la majeure partie de leur nombre, mais cédant la victoire à la Première Légion. Dans la foulée, au milieu d'un champ de cadavres et de feu, Zengin Khan s'agenouilla devant le lion et lui offrit la lame calibanite qu'il portait et sa vie pour expier l'erreur qu'il avait commise. Le lion, toujours pragmatique, regarda le guerrier de la 5e. Ses loyaux guerriers et les Dark Angels se mêlèrent à eux, chacun à genoux, et le lion prononça un simple jugement. Ici, en ce moment, je ne vois ni traître, ni loyaliste, seulement les vivants et les morts. Les morts ne peuvent demander ni miséricorde, ni pardon, car maintenant, seule l'histoire peut les juger. Les vivants doivent porter le poids de leur choix et se battre pour eux, et il reste beaucoup à faire.